Bonsoir à tous et bienvenue dans le 18h Politique, notre rendez-vous hebdomadaire avec la politique et avec Jean-Michel Naga. Bonsoir. Bonsoir à tous. On fait le tour, comme chaque semaine, de l'actualité politique dans notre département. Et cette semaine, notre invité est une figure locale du Parti socialiste. C'est ça, Yannick Vaugrenard, sénateur de Loire-Atlantique. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons parler de l'actualité politique, en particulier du PS, avec les élections régionales de décembre prochain en ligne de mire. Le congrès de votre parti, c'est dans un mois. À Poitiers, sans oublier bien sûr votre travail au Sénat et dans le domaine particulièrement de la lutte contre la pauvreté. On parlera de ce rapport que vous avez signé il y a un peu plus d'un an. Mais avant cela, je vous propose de commencer par l'actu du jour. Et oui, l'actualité, elle est marquée par l'expulsion des familles roms hier matin à Saint-Herblain. Au moins 200 personnes expulsées des terrains qu'elles occupaient depuis plusieurs années près de la déchetterie de Tougas. Du coup, toutes ces familles avaient l'intention de s'installer sur la commune d'Indre aujourd'hui, mais ils ont trouvé plusieurs dizaines d'habitants en phase 2 qui leur barraient le chemin dès hier soir. C'est la première fois qu'une telle action est menée par des habitants, mais aussi des élus de l'agglomération nantaise, signe d'une tension très tendue, très particulière. Vous comprenez cette réaction de colère des habitants et des élus, Yannick Vaugrenard? Il faut que la loi soit respectée par tous, par les citoyens de notre pays, comme par ceux qui font partie de l'Union européenne et qui viennent vivre sur nos territoires. La loi doit être appliquée et c'est toujours humainement douloureux de voir des hommes et des femmes, des familles qui sont expulsées. Mais en même temps, il faut que l'effort soit collectif et soit partagé sur la communauté urbaine de Nantes. Il faut que l'ensemble des communes puissent faire l'effort d'accueil des gens du voyage. Si c'est une seule commune ou que 2 ou 3 qui font les efforts, on arrive à la situation que vous avez décrite tout à l'heure et c'est évidemment tout à fait regrettable. Et justement, ce n'est pas le cas. Justement, cet effort, il n'est pas soutenu par l'ensemble des communes de Nantes Métropole. Comment on peut faire? Est-ce que c'est un problème qui est insoluble? Vous l'avez dit, ils occupaient les terrains de façon illégale, mais on doit quand même s'en occuper également de ces populations roms au niveau de Nantes Métropole. Qu'est-ce qu'on peut faire? Écoutez, je pense que c'est par le dialogue, la discussion et la concertation, bien entendu, que l'ensemble des élus de ce territoire particulier, par une concertation et en bonne intelligence, que les choses doivent se faire. Et à partir du moment où il y a une solidarité financière... Ça fait des années qu'on dit ça. Au niveau de l'intercommunalité, il y a des solidarités financières qui existent pour l'aménagement de chacune des communes. Écoutez, si une solidarité d'accueil des gens du voyage n'est pas partagée par tous, ça pose la problématique d'autres solidarités. Et donc, il ne s'agit pas d'arriver, bien sûr, à des ordres à donner à quelque que ce soit. Mais il faut que le débat s'engage sur l'ensemble des politiques qui sont menées de manière à solutionner ce problème, qui est un problème humain, d'aménagement de nos territoires aussi. Bon, ce qui est regrettable, c'est que dans l'affaire, il y a les familles roms. Mais il y a des petites filles, des petits garçons qui subissent cela, qui ont commencé à être scolarisés. Donc il faut raisonner de manière... Ce sont des habitants de l'agglomération depuis des années. Habitants, tout à fait. Et on les empêche d'aller dans une commune. C'est la raison pour laquelle... Oui, mais s'ils vont seulement dans une commune, et si c'est cette seule commune qui accepte l'implantation des Roms, ça pose un problème. Ça pose un problème de voisinage qu'il faut entendre aussi. Et donc, du coup, la répartition doit se faire sur l'ensemble des collectivités locales, pas seulement sur l'agglomération nantaise, du reste, sur l'ensemble du département, voire de la région. Autre actualité aussi, cette semaine, c'était le lancement de la monnaie locale sonnante qui a fait débat sur les réseaux sociaux. Et Pascal Bolo, le premier adjoint nantais, montre l'exemple sur Twitter. Normal, vous me direz, puisque c'est lui qui est à l'initiative du projet. Ma carte sonnante est arrivée, dit-il. Et vous l'avez adhéré, vous l'aurez. Johanna Roland explique qu'inventer de nouvelles solutions face à la crise, c'est tout l'esprit de cette monnaie locale. Mais l'opposition n'est pas du même avis. Par exemple, l'UMP Guillaume Richard estime que pour les socialistes, sonnante est un pari à 2 millions d'euros. Parier avec l'argent public, c'est tellement plus facile. Et Laurence Garnier n'est pas en reste en demandant à Johanna Roland et à Pascal Bolo de se verser leurs indemnités d'élus en sonnante. Hashtag pas que pour les autres. Et puis à la Baule, certains rêvent d'accueillir les Jeux Olympiques en 2024. La Baule candidate aux JO, c'est ce qu'écrit Franck Louvrier sur Facebook pour le site qui accueillera les épreuves de voile. La Baule est, selon l'élu UMP, très bien placée, l'une des plus belles baies du monde à ce sport dans son ADN, dit-il. Le sujet est plus complexe pour le député écologiste François de Rugy, au sein même de sa famille, figurez-vous. Il le raconte sur Twitter. Mon grand ado qui entend que les Verts sont contre ces Jeux Olympiques
Commentaire du jeune homme: pourquoi les Verts, ils sont toujours contre les choses qui sont bien? L'info a été appréciée par l'UMP François Pinte à tel point qu'il n'a pas pu s'empêcher de la retweeter. Enfin, en matière de respect de l'environnement, je ne résiste pas à vous faire partager ce commentaire de Claude No sur Facebook. C'est la saison des mobilités, dit-il. Cette jeune couleuvre à collier a trouvé mon bureau sympa pour une excursion printanière. Tout le monde à la maison n'a pas apprécié la visiteuse importune que j'ai dû gentiment retourner au jardin. Je trouvais ça mignon. C'est mignon. Alors, on rappelle que Claude No, c'est le maire de Corcouët-sur-Logne, ancien conseiller départemental. Et puis, plus sérieusement, maintenant, on parle de la campagne des élections régionales qui a connu une nouvelle étape cette semaine. C'est ça. Christophe Clergeau qui a lancé officiellement son opération 100 jours pour oser. Un coup de com', diront certains. Cela consiste en fait à aller à la rencontre des habitants d'ici l'été pour débattre et recueillir leurs idées. Le chef de file du PS estime que ce rendez-vous est essentiel dans sa campagne, car il estime que le rapport de force lui est défavorable. Il se considère même comme un challenger face à la droite. Moi, je suis un homme réaliste et sincère. Je regarde les choses comme elles sont. Je vois bien qu'il y a de la distance entre les citoyens et la vie politique. Et je vois bien que le rapport de force n'est pas aujourd'hui favorable à la gauche. Et je dois convaincre. Et donc, pour convaincre, je vais vers les habitants, vers les citoyens, pour construire avec eux quelque chose de partagé, pour redonner du sens à la politique, pour leur dire que moi je suis avec eux dans la construction de l'avenir de la région, que je ne sais pas tout moi-même. Donc je m'appuie sur un bilan, celui de la gauche à la région, je m'appuie sur ma pratique d'élu depuis 10 ans, mais je suis aussi quelqu'un d'humble, à l'écoute et qui construit avec les autres, qui ne sait pas tout. Christophe Clergeau, actuel premier vice-président de la région, qui représente donc la majorité régionale et il se considère comme challenger. Vous êtes d'accord avec lui ? Oui, pour gagner une bataille électorale, il faut mener le combat. Il ne faut pas dire qu'on va gagner, quoi, surtout. Pas forcément, parce que c'est jamais mobiliser. Parce que d'abord, c'est jamais certain, et donc il faut mobiliser, il faut rester modeste et humble. Et il a raison. Et je pense pas que ce soit un coup de communication. Non. Nous traversons une période où il y a de plus en plus de doutes vis-à-vis des hommes politiques en général, quelle que soit leur étiquette. Et donc d'aller à la rencontre des citoyens et de le faire de manière originale pour enrichir notre propre programme, je trouve que c'est une idée intéressante et qu'il faut s'enrichir des propositions de nos concitoyens. C'est une forme de démocratie directe qui peut être, je pense, appréciée et intéressante. Et puis, il a peut-être intérêt aussi, Christophe Clergeau, à changer un peu son image. Il a une image un petit peu austère. Il faut qu'il aille à la rencontre aussi de ses habitants. Il n'est encore pas très connu. Oui, écoutez, il est connu quand même parce qu'il est premier vice-président de la région depuis déjà quelques temps. Il a fait le choix du mandat unique, ce qui est important. Son adversaire politique, je ne sais pas comment il va faire entre être sénateur et puis... Justement, son adversaire, c'est Bruno Retailleau. Vous le connaissez bien puisqu'il siège également au Sénat. Il est d'ailleurs porte-parole du groupe UMP au Sénat. Qu'est-ce qu'il nous disait déjà il disait, tiens, sur Twitter, en l'espace de 11 ans, la gauche a triplé la dette régionale. Ce n'est pas sérieux. Non. Le problème, c'est pas de savoir si on triple ou si on double la dette régionale. Le problème, c'est de savoir si on a capacité de la rembourser. Or, la région a toujours été en capacité de la rembourser. J'étais rapporteur général du budget pendant 9 ans. Donc, je me sens un peu touché par cela. Et donc, tous les rapports qui ont été donnés, notamment de la Chambre régionale des comptes, ils ne sont pas toujours faciles, eh bien, nous ont été favorables et positifs. Et à chaque fois qu'il y a eu un budget qui a été présenté par l'Assemblée régionale, il a été approuvé et soutenu par le Conseil économique et social environnemental de la région. Quoi qu'il en soit, on sent quand même, et c'est ce qu'il disait aux journalistes l'autre jour, il faut se démarquer de la politique nationale. Il ne veut pas commenter la politique nationale, il veut se démarquer vraiment parce que finalement c'est une épine dans le pied, quoi. Non, pour Christophe Clergeau, là, pour Christophe Clergeau. Oui, j'ai bien compris. J'ai bien compris, mais c'est une élection régionale. En même temps, il ne faut pas avoir honte de ce qui a été fait nationalement dans différents domaines, et notamment sur le plan de l'éducation. Il y a 60 000 emplois qui vont être créés, et il y en avait quelques dizaines de milliers qui avaient été supprimés. La même chose dans le domaine de la sécurité, et puis on ne va pas développer tout ce qui a été fait. Même si non, mais c'est une tendance qu'on a connue aussi au moment des municipales, au moment des départementales. On se démarque. Il faut faire les deux. Il faut à la fois non pas se démarquer, à la fois rappeler quel est le bilan du gouvernement actuel dans une situation extrêmement difficile avec un héritage particulièrement lourd, et en même temps ne pas parler que de ça. Dire ce qui est fait au niveau de la région, qui sont de plus en plus importantes, les politiques régionales, et dire ce que nous ferons au niveau régional.
Et je crois que c'est une bonne... je pense qu'il faut faire les deux, véritablement. Parce qu'on a vu aussi une belle progression de la droite, justement, aux dernières élections départementales. Dans notre département, en Loire-Atlantique, dans les autres départements, c'est encore plus manifeste, mais Loire-Vendée, ça va être compliqué quand même pour Christophe Clergeau. C'est vrai, mais ce qu'on peut constater depuis une vingtaine d'années, et c'est un problème que doivent prendre en considération les politiques, c'est quel que soit le gouvernement en place depuis 20 ans, lorsque les gouvernements étaient en place, les élections qui ont suivi ont été remportées par l'opposition. Donc ça pose un problème à la fois de compréhension des politiques qui sont menées, et depuis 2007-2008, on traverse une période quand même sur le plan économique, social, financier particulièrement difficile. Il faut expliquer, expliciter qu'il y a des moments durs, bien entendu, mais qu'il faut faire des efforts, sans quoi les générations présentes et futures vivront moins bien que les générations d'aujourd'hui, ce qui ne s'est jamais vu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Allez, votre carte d'identité, Yannick Vaugrenard, vous avez 64 ans, vous êtes originaire de Trignac, militant, figure locale du PS. Vous avez depuis longtemps quitté votre profession de cadre bancaire pour vous consacrer à la politique, patron de la fédération PS, élu à Trignac, à Saint-Nazaire, au Conseil général, à la région, au Parlement européen. Vous êtes aujourd'hui sénateur, donc depuis bientôt 4 ans, aux côtés du gouvernement finalement. Personnellement, vous vous retrouvez sur la ligne politique du gouvernement ? Vous êtes toujours d'accord ? J'ai toujours préféré la réflexion à la génuflexion. C'est-à-dire, je réfléchis et je soutiens la politique gouvernementale, mais je ne suis pas béni oui-oui. J'ai un regard qui parfois est critique. Globalement, je comprends bien qu'il faille faire des efforts et qu'il faut cesser de continuer à endetter la France. En même temps, je pense que les efforts doivent être mieux répartis fiscalement, et que socialement, nous avons aussi des marges de progrès à entreprendre. Donc, au niveau du Congrès, je soutiens le gouvernement, mais j'ai un regard qui est critique et qui essaye d'être objectif sur un certain nombre de points. Et notamment, vous avez été critique sur la loi Macron. C'est un peu le symbole du désaccord que vous pouvez avoir avec le gouvernement ? Je suis critique à la fois de manière positive, parfois de manière négative. Une critique positive lorsqu'il s'agit, par exemple, de régler le problème de l'obtention des permis de conduire pour les jeunes, lorsqu'il s'agit de circuler par car de manière à ce que ceux qui ont peu de moyens puissent avoir la possibilité d'aller et de venir sur le territoire. Je suis parfois circonspect lorsqu'il s'agit d'augmenter le jour de travailler le dimanche. Il faut que je Comme pense Marie-Odile Bouillet d'ailleurs. Oui, nazérienne également. Également, mais j'ai déposé des amendements. J'étais vice-président de la commission spéciale sur la loi Macron. Et on y a passé des jours et des nuits. On va recommencer la semaine prochaine. J'ai déposé des amendements, par exemple, pour considérer qu'il doit y avoir nécessairement des contreparties et que, également, la responsabilité des chefs d'entreprise dans un autre domaine doit être engagée lorsqu'il y a délit d'entrave aux organisations syndicales. Donc il y a eu quelques avancées qui, je le souhaite, vont se faire, non pas au Sénat, parce que la droite ne va pas dans ce sens-là, mais tout au moins au niveau du groupe socialiste, de manière à ce que ce soit repris à l'Assemblée nationale. Moi, j'ai travaillé dans ce sens-là. Le travail le dimanche, c'est pas de la politique de gauche. Très clairement pour vous. Est-ce que ça correspond à vos convictions ? Si c'est le travail le dimanche dans les zones de commerce international, parce que là, on ne peut pas faire autrement, sinon la concurrence avec les pays étrangers devient très déloyale et les touristes ne viennent plus à Paris, à condition, mais là, c'est dans la loi, qu'il y ait une contrepartie, c'est-à-dire qu'il soit payé le double. Oui, c'est ancré, mais enfin... C'est ancré, non, c'est dans la loi. Mais ce qui est dans la loi pour les zones internationales, moi, je souhaite qu'elle le soit également pour les autres zones commerciales et pour ceux qui travaillent le dimanche toute l'année dans les autres zones touristiques en particulier. Bref, on a des marges de progrès à faire encore au niveau de la loi Macron. Je souhaite qu'on les fasse, mais très concrètement et sur des points précis, au-delà des slogans. Alors la loi Macron, c'était un exemple aussi où les socialistes ont été un petit peu désunis. Autre exemple, c'est ce congrès à venir le 6 juin à Poitiers, congrès du Parti socialiste avec différentes motions. Vous avez choisi de soutenir la motion A, qui est la motion du secrétaire fédéral, de M. Cambadélis, de M. Valls, de M. Hérault, de Mme Aubry. C'est le grand rassemblement. Mais il y a quand même d'autres motions qui font parler d'elle, la motion des frontistes, de Christian Paul notamment. Pourquoi vous avez choisi cette motion-là et est-ce que vous craignez une scission du parti ? Non, je ne crains pas une scission du parti du tout. Lorsqu'il y a un congrès, il y a des débats, il y a des discussions, il y a des échanges. Et le principe, c'est un peu compliqué peut-être pour ceux qui nous regardent, mais c'est d'avoir des motions, on appelle ça des motions, ce sont des textes d'orientation politique. Si je regarde les 3 textes d'orientation politique, je constate que sur l'essentiel, il n'y a pas grand-chose qui est remis en cause. Parfois, il y a des points de détail sur lesquels il faut discuter, bien sûr. Moi-même, je l'évoquais précédemment. Mais cette motion, pourquoi on la présente comme une motion pro-gouvernementale ? Finalement, vous apportez votre soutien
à un gouvernement avec lequel vous n'êtes pas toujours d'accord. Non, bien sûr, mais c'est normal. On n'est pas dans un parti politique pour être le doigt sur la couture du pantalon. On peut avoir un esprit critique, je le disais tout à l'heure. Je suis plus pour la réflexion que pour la génuflexion. Et donc, continuons à réfléchir, continuons à voir s'il n'est pas possible sur le plan social de faire des avancées. Regardez, par exemple, lorsque vous avez une résidence secondaire, vous ne payez pas la redevance télévisuelle. Est-ce que c'est normal? Si vous avez les moyens d'avoir une résidence secondaire, je considère que vous pouvez payer 2 fois la redevance télévisuelle. Est-il normal que ceux qui gagnent plus de 10 000 euros par mois ne payent pas d'impôts supplémentaires? Moi, je suis pour qu'il y ait, par exemple, des tranches supplémentaires d'impôts sur le revenu. Donc, discutons-en. Mais vous êtes entendu? Je suis entendu, et je l'ai été par le gouvernement, notamment sur un aspect qui concerne les responsables des entreprises sur les délits d'entrave. Nous souhaitons, et je souhaite parfois l'être un peu plus, mais globalement, je soutiens la politique gouvernementale. Et je pense que la période que nous traversons est suffisamment difficile sur le plan économique, sur le plan politique, de notre vie démocratique. Sur le plan également, nous avons vu les attentats qui existent, pour qu'il y ait une forme d'unité et de responsabilité au sein du parti. Il nous reste une petite minute. Oui. Juste un mot sur votre travail de sénateur. On aurait pu évoquer beaucoup d'autres domaines. Oui. Je reviendrai. Comment se fait-il, oui, vous reviendrez. Comment se fait-il que ce travail soit si mal jugé par les habitants, méconnu? On a l'impression qu'on dort. Oui, ben, il est mal. Quelques mots simplement. Comment vous le sentez? Il est mal jugé, et je l'entends bien, par une partie de la population, parce que parfois les exemples sont mauvais. Lorsque vous avez un sénateur comme Serge Dassault qui a plus de 90 ans, et lorsque les sénateurs eux-mêmes refusent de lever son immunité parlementaire alors que manifestement il faut le faire, l'image du Sénat s'en trouve largement écornée. Et donc c'est cette image-là. Ensuite, le travail parlementaire, je pense, est intéressant et complémentaire de nos collègues à l'Assemblée nationale. C'est insuffisamment su. C'est à nous aussi de faire le travail concrètement pour expliquer ce que nous faisons en matière positive. Parfait. Ce sera le mot de la fin et on vous réinvitera pour reparler de ce travail. Merci Jean-Michel et merci à M. Vaugrenard d'avoir été notre invité. Merci à vous de nous avoir suivis.